Bonjour, bienvenue à cette capsule sur l'expansion des fonds océaniques, donc le chapitre 2. Nous avons vu précédemment les 4 preuves de Wegener, donc on a terminé avec la preuve numéro 4, qui était les indices paléoclimatiques, donc il y a 250 millions d'années. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plusieurs preuves. Revenons, disons rapidement. Wegener, preuve 1, emboîtement des côtes. Donc ça, on a vu ça, juste pour faire un petit rappel. Ça, on a distribué ça en classe, un document que vous avez, un agrandissement, en fait, d'une diapositive qu'on va voir dans un instant. Donc, d'une diapositive, attendez juste un instant, là je vais un peu trop vite. Expansion des fonds océaniques, je reprends donc une diapositive qu'on va voir un peu plus tard, donc à l'intérieur de la présentation. Donc les différentes périodes géologiques, Pangée 200 millions, Trias 180, on va voir que ça amène évidemment un mouvement. Nous on va se concentrer, comme vous vous en souvenez beaucoup, sur la dorsale médio-atlantique, donc ici, à la séparation entre en orange le continent sud-américain et en jaune le continent africain. Donc pour avoir l'animation que malheureusement j'ai pas, donc vous pouvez aller sur le lien qui est ici et vous allez avoir, on pourrait peut-être même y aller, non on ira pas, vous pouvez y aller vous-même, donc on va le faire, on va l'expliquer nous-mêmes, mais il y a une animation de ces différentes périodes géologiques qui montre donc le mouvement. C'est là qu'on en était et on disait que le mouvement et l'action se passent à la limite des plaques. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais bref, il y a un lien entre la dérive des continents, les 4 preuves de Wegener et les plaques tectoniques. Mais le problème était que Wegener a énoncé 4 preuves, il a annoncé que c'était comme ça que ça se passait, mais le point de départ du mouvement, on l'a pas. Comment ça se fait que ça bouge? Pourquoi les continents bougent? C'est un élément manquant. Ce que Wegener dit, c'est les continents ont bougé, c'est une évidence. Il n'explique pas pourquoi. Et il amène 4 preuves de ça, mais il manque quelque chose. On sait que Wegener, c'est 1912-1913, le début de la théorie. Pour répondre donc au point d'interrogation de Wegener, qu'est-ce qui manque à la théorie de Wegener? C'est le chapitre 2. C'est là qu'on en est, expansion des fonds océaniques. Donc je vous invite bien sûr chaque fois dans la capsule, lorsque je vous indique un document, à le prendre. On a beaucoup de documents, je sais, pour ce cours-là. Il y a beaucoup d'animations, mais déjà vous avez votre document expansion des fonds océaniques, ça se trouve au bas de la page 6. Donc correspondant du PowerPoint qu'on a à l'instant. Donc, il y a 3 éléments qui font que on a en fait réussi, si on veut, à asseoir la théorie de Wegener avec l'expansion des fonds océaniques. C'est qu'on cherchait, je viens de le dire, l'origine du mouvement. On se demandait comment ça se fait que ça bouge. Wegener dit que ça a bougé, mais là, comment ça, les continents se sont déplacés? On cherche à aller un peu plus loin au niveau de cette théorie-là. Donc, il y a 3 éléments. Le premier élément est ici, les sous-marins, l'observation du monde sous-marin. Première guerre mondiale et surtout la deuxième. En fait, il y avait un énoncé, il y avait une fausse idée plutôt que le fond de la mer était plat comme le plancher d'une classe, le plancher de votre salon, d'une maison, etc. Ce qui était évidemment faux, on l'a découvert en allant faire de l'observation sous-marine qui était peut-être dédiée à d'autres fins, plus de type militaire, etc. Mais bref, avec le développement, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, des techniques de sous-marins, scaphandres, etc., on a découvert que le plancher océanique était loin d'être plat, c'était même un relief sous-marin qui était aussi important, sinon plus que le relief terrestre que l'on connaît nous, les humains. Donc, même type de relief en termes de profondeur cette fois-ci, dans le fond de l'eau. Donc, un système montagneux, mais sous l'eau. Donc, on a les mètres ici, 2000, 4000, 6000. On peut aller les fosses des Mariannes jusqu'à peu près, on dirait un 9 ou 10 000 mètres de profondeur, presque la hauteur de l'Everest, mais en profondeur. Première observation, donc, avec les sous-marins, c'est de dire qu'on pensait que le fond de la mer était plat, ce qui était faux. Deuxième observation, les câbles téléphoniques. On pensait, pour reprendre l'exemple de la dorsale médio-atlantique, on a l'Afrique d'un côté, disons le Brésil de l'autre, et on a des câbles téléphoniques qui relient, des câbles physiques, avant l'arrivée du cellulaire, qui relient ces 2 continents-là, mais les câbles cédaient toujours à partir de la dorsale et vers l'extérieur.
Donc, on a envoyé des chercheurs voir qu'est-ce qui se passait. Hein. Ça coûtait cher réparer ces câbles téléphoniques-là. Et on a découvert donc que les câbles cédaient à partir du milieu vers l'extérieur. Comme si on prenait un élastique et qu'on l'étirait donc du milieu vers l'extérieur. Il cédait toujours à partir du milieu, le câble téléphonique. Bien sûr, puisqu'il était le long de la dorsale. Dorsale d'où la lave sort constamment. Ce qui faisait que les câbles étaient amenés à être étirés. Hein, on est allé voir dans le fond de l'eau et effectivement, donc les câbles téléphoniques nous ont permis de voir qu'il y avait expansion. Maintenant, expansion dans un relief montagneux sous-marin, oui, mais par où? Et ce troisième élément, l'aiguillot, donc G-U-Y-O-T-S. Ce sont donc des cheminées volcaniques sous-marines d'où sort une espèce de fumée noire d'origine volcanique le long de la dorsale, le long de la colonne vertébrale, dans le fond de l'eau, de la lave qui sort tout le long de ça, hein, par l'aiguillot. Donc, une sortie remplie de sels minéraux, etc., qu'on appelle des aiguillots. Donc, on a trois éléments qui font que on commence à se dire, effectivement, il y a un mouvement dans le fond de l'eau, et on a trois éléments d'observation qui nous permettent d'aller chercher un peu plus loin et d'émettre une certaine hypothèse, puis d'essayer de trouver, d'aller plus en avant au niveau de la recherche. Trois éléments, donc, qui nous permettent, on vient de les voir, d'émettre une hypothèse. Les matériaux volcaniques. Volcaniques comment? Volcanique, on a vu que l'aiguillot était d'origine volcanique. Du plancher océanique, parce qu'on est dans le fond de l'eau, on vient de le voir. Son croissant, ça c'est nos câbles téléphoniques, hein? La lave sort, croissant dans le sens de prendre de l'expansion. Il y a toujours de la lave qui sort, son croissant de chacun des côtés des dorsales. Expansion donc de part et d'autre. Hein? Aujourd'hui c'est facile, avec des images en satellite en couleur thermique, on le voit très bien, on a notre Afrique et notre Amérique du Sud, que l'action se passe le long de la dorsale. L'espèce de S ici, là, on a notre Afrique, notre Amérique du Sud. Plus c'est chaud, plus c'est de la lave qui vient juste de sortir, tout le long de la dorsale, comme des mini-volcans tout le long ici, dans le fond de l'eau. Plus on s'en éloigne, plus c'est froid. Donc l'action, c'est vraiment de là qu'elle sort. Espèce de plasticine, lave, là, matière visqueuse qui vient du centre de la Terre, c'est de là que ça sort. Maintenant, paléomagnétisme. J'ouvre une parenthèse au niveau de la datation. Vous allez comprendre pourquoi. Dans notre chapitre précédent, on a vu qu'il y avait des périodes. Pangée, Trias, Jurassique, Crétacé, où on suppose que les continents ont bougé de telle ou telle façon. Comment on fait pour dater ça? On a des chiffres un peu partout, 200 millions d'années, 250, etc. Comment on fait pour déterminer que, par exemple, le long de la dorsale médio-atlantique, dans le fond de l'Atlantique, dans le fond de l'eau, l'Afrique et l'Amérique du Sud s'est décollé, mais au Jurassique. Pourquoi? Comment ça, 135 millions d'années? Réponse, pour dater un événement, que ce soit celui-là ou bien un autre exemple, dater le moment où l'Inde se sépare de l'Antarctique pour aller se coller, ici, hein, sur le continent asiatique pour former l'Himalaya. Comment ça au Crétacé, moins 120 millions d'années? Réponse, comment on fait pour dater un événement? Paléomagnétisme, ici. C'est tout simple. Vous voyez, on a dit qu'il y a de la lave qui sort le long de la dorsale dans le fond de l'eau. Hein, la dorsale est ici, on l'a vu là. Je reviens rapidement. On a vu... attendez, on a vu la dorsale ici, attendez. Je vais la retrouver ici. Donc tout le long, il y a de la lave qui sort. OK? Et la lave sort donc ici. Première étape en haut, deuxième, troisième. C'est tout simple, on est capable de dater parce que la lave sort toujours. Vous voyez, elle sort du milieu, comme je l'ai dit. Les câbles téléphoniques, tantôt, c'est comme s'il était ici à droite et à gauche. Hein, c'est de là que ça sort. Deuxième sortie, troisième sortie. C'est sûr que chaque sortie pousse sur l'autre. Hein, les deux barres qui sont ici pâles, c'est la sortie qui était ici. Celle-là pousse sur les deux autres. Hein, vous voyez, A, B, magma sort toujours, il y a un mouvement qui se fait comme ça, rotatif. Et chaque fois que la lave sort, le magma, la magnétite, enregistre la polarité de la planète au moment de l'induration, au moment du durcissement de la lave au contact de l'eau.
Elle enregistre si la planète est en mode normal, en magnétique normal ou en magnétique inversé. Rien à voir avec le pôle nord et le pôle sud. On parle de champ magnétique, hein, parce que dans la lave, il y a du métal, il y a de l'action, il y a des choses qui s'enregistrent. L'information qui s'enregistre, c'est de l'énergie. Le magma, la magnétite qui est dans le magma, enregistre l'information lorsqu'elle sort au contact de l'eau, si la planète est en positif ou en négatif, et le chiffre 100 000 nous permet de calculer par la suite les événements. Parce que chaque 100 000 ans, on n'ouvrira pas cette parenthèse-là, mais c'est de l'astronomie, mais chaque 100 000 ans, les ondes électromagnétiques de la planète Terre changent du positif au négatif. Et dans le magma, il y a des matériels de fer qui enregistrent dans la position oblique gauche, oblique droite, du positif ou du négatif. Par la suite, le paléomagnétisme nous permet, en retrouvant les morceaux de part et d'autre, donc de notre continent qui était auparavant collé, de part et d'autre, de retrouver les bandes en positif ou en négatif. Hein? Donc c'est comme si ici, on a notre ancienne à droite, notre Afrique, et à gauche, notre Amérique du Sud, qui se décolle tranquillement de part et d'autre. Ils s'éloignent de la dorsale au milieu, mais après ça, lorsqu'on fait des prélèvements dans le sol, pour prouver qu'ils étaient collés avant, on voit, en plus des 4 preuves de Wegener, le paléomagnétisme enregistrer les bandes 100 000 plus 100 000 plus 100 000 plus 100 000. Hein, ça nous permet de dater l'événement. En collant les 100 000 ensemble, on le sait. Hein, par paléomagnétisme, que chaque couche le long ici des deux continents ont enregistré du positif, du négatif de part et d'autre de la dorsale. On est capable de dater l'événement comme ça. Paléomagnétisme sert à dater l'événement uniquement. Donc là, j'ai 12 minutes sur 15. Qu'est-ce que j'ai le temps de voir en plus? Attendez, expansion des fonds océaniques. Donc, j'explique la datation. Plancher, ça c'est bon. Donc, ça c'est beau. Courant convectif, il faudrait la peine que j'en parle. Origine du mouvement de plaque. Donc, c'est important que l'analogie, c'est comme un escalier roulant. Il y a une dynamique. Courant de convection, la chaleur ici va pousser la dorsale, la lave, on l'a vu dans le fond de l'eau ici, pousse de ce côté-là. La croûte océanique va créer le continent. Et ici, en mouvement, en zone de subduction, là, dans cette zone-là ici, pardon, Amérique du Sud, hein, en zone de subduction, ça va replonger, retourner. Donc, c'est important de saisir que c'est une dynamique. D'accord? La dorsale médio-atlantique pousse, comme ça, le continent. Et qu'est-ce qui fait que la Terre ne grossit pas indéfiniment? C'est la zone de subduction. Ici, on en reparlera plus tard. Mais quand même, c'est important au niveau de la dynamique de comprendre que qu'est-ce qui pousse la lave? C'est le noyau qui est très chaud ici. Pousse la lave comme ça. Ici, pousse l'Amérique. Ah, comme ça. D'accord? Pousse l'Afrique dans ce sens-là. Et en zone de subduction, la croûte océanique va plonger et recréer le courant de convection comme tel. Alors, regardons ça. Il reste quelques instants au niveau des minutes. On a sûrement le temps de le voir. Donc, c'est le courant de convection qui anime. Le courant de convection qui anime l'expansion des fonds océaniques. L'analogie de l'escalier roulant. Regardez. Dans le fond de l'eau, le long de la dorsale, la lave sort. Et ça sort de part et d'autre. Oublions le côté gauche, là, à droite. Hein? Et comme c'est chaud, ça s'éloigne. La croûte océanique va, ici en zone de subduction, va plonger et retourner créer la dynamique. Hein? Elle va plonger parce qu'elle s'éloigne de la chaleur. D'accord? On reprend. Donc, vous voyez. Attendez. Donc, sortie de la lave, courant de convection, c'est très chaud. Au milieu, ça crée une dynamique. Donc, la chaleur va être appelée à monter. Hein, croûte océanique. Et elle va s'éloigner. Plus elle va s'éloigner de la chaleur, elle va devenir plus épaisse, plus lourde, plus dense. Va se refroidir, épaissir, replonger ici. Revenir dans la chaleur. Oh! Retrouver un élan. Courant de convection, c'est comme ça que la dynamique circulaire se crée. D'accord? Donc, ça c'est la subduction, on verra ça plus tard. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. On verra la subduction un peu plus tard.